Si vous allez en Angleterre, est-ce qu'on vous demande ce que vous croyez? Est-ce qu'on vous demande de croire à la reine, enfin de croire à la valeur de la reine d'Angleterre, ou de croire, ou de devenir anglican parce que vous êtes en Angleterre? Non, on vous demande de rouler à gauche. Hein? Vous êtes obligé de rouler à gauche, sinon c'est l'accident. Eh bien, quand vous êtes en pays autiste, vous êtes obligé à certaines choses à respecter, mais ça ne change rien à vos croyances. Vous pouvez croire tout ce que vous voulez sur l'origine de l'autisme, sur la philosophie de l'homme, sur la philosophie de votre métier, mais vous êtes obligé de respecter le code de la route en pays autiste pour faire une route commune avec lui. Alors, comme dans tout voyage, avant le départ, il faut commencer à vérifier les niveaux. Vérifier les niveaux, c'est vérifier le degré d'autisme et c'est vérifier l'évaluation du développement. Il y a deux signaux là qui sont bien clairs. Il y a le triangle qui est dangereux. Vous savez que ça veut dire en général dans le code de la route danger. Donc là, on a mis l'intensité des degrés d'autisme qu'on évalue par des outils dont je vais vous parler rapidement. Et puis de l'autre côté, on a mis le rond, qui est plutôt une constatation dans le code de la route. On a mis le signe du pont, de la hauteur du pont. Et effectivement, c'est la question du quotient de développement. Pour évaluer le degré d'intensité des mécanismes autistiques, nous employons dans notre équipe, ce qui est recommandé par, je vous disais tout à l'heure, la Haute Autorité de Santé, un outil que Michael Rutter, celui qui justement a inventé le trépied dont je vous parlais, a mis au point, qui s'appelle l'Autism Diagnostic Interview. Le diagnostic, l'interview par diagnostic, c'est un interview des parents qui est assez long, mais qui permet d'avoir une précision diagnostique assez bonne. Et puis, le Children Autistic Rating Scale. Alors, Children, c'est fait pour les enfants, pourtant on l'emploie pour des adolescents et des grands, parce qu'il n'y a pas tellement d'autres tests actuellement. Enfin, il y en a, mais on ne sait pas les manier. L'important dans les tests, c'est de les investir, de s'en servir intelligemment. Et là, nous, dans notre équipe, pour le CARS, on le passe toujours en équipe, ce qui permet d'apprécier l'opinion de chaque personne. Puis, on le fait aussi passer dans les équipes quand on va dans des IME. Donc, qui donne des degrés d'intensité d'autisme, léger, moyen, sévère, qui permet de le coter, en fonction d'ailleurs des définitions internationales dont je vous parlais tout à l'heure. Mais le test diagnostique et le test d'intensité qui nous permet d'évaluer l'intensité des mécanismes autistiques, il n'est pas très intéressant pour faire un projet individualisé. Il faut beaucoup mieux savoir ce que peut faire la personne, ses capacités. Et là, c'est le test du PEP, profil psychoéducatif de Schopler, qui nous aide à l'établir. Le test de l'AAPEP pour les adolescents et adultes autistes, qui est un peu plus orienté vers la préparation au travail en CAT. Ces tests sont pas très efficaces quand on est, enfin pas très discriminants plus exactement, quand on est dans la zone que j'appelle de la double peine, c'est-à-dire où les mécanismes autistiques sont importants et où le déficit est important aussi. Et là, dans ces zones-là, c'est très difficile de discriminer ce qui appartient à l'état de déficience et ce qui appartient au mécanisme autistique. C'est plus facile quand on est à l'autre bout du spectre avec des personnes intelligentes et qui ont plus ou moins de degrés d'autisme. Et au milieu, on a des gens qui sont d'une intelligence inférieure à la norme et d'un degré d'autisme moyen. Et c'est avec ces personnes-là, finalement, que les progressions sont les plus lentes, les plus régulières. Avec les personnes de mon niveau, on a souvent des déceptions parce que l'intensité des mécanismes autistiques empêche qu'ils s'adaptent au pays réel. Et quand on est dans les bas niveaux, on a du mal à distinguer, je le répète, ce qui appartient à la déficience, ce qui appartient au mécanisme autistique. Alors voilà, c'est très beau tout ça, c'est très simple. Il faudrait quand même rajouter un slogan un peu sécurité routière, mais important. Plus la personne est déficitaire et plus l'environnement doit s'adapter. Ça paraît simple, mais c'est difficile à faire. Et plus la personne est autiste et plus l'environnement doit être prévu, en deux mots. C'est-à-dire qu'on doit penser l'environnement pour que la personne autiste puisse le voir et que le fait de voir l'environnement, de voir ce qui va se passer, est très rassurant et diminue ces troubles du comportement. Je ne dis pas les supprime, les diminue la plupart du temps. Et puis quelquefois, on a des difficultés aussi. Vous allez prendre la route, vous avez fait votre état de niveau et vous êtes tranquille, vous partez sur la route en pays autiste avec une personne dont vous savez le degré d'autisme.
et dont vous savez le degré de développement. Là, apparemment, ça devrait aller facilement. Seulement, voilà, le code de la route, c'est respecter les panneaux. Et vous savez bien, quand vous conduisez votre voiture, que vous ne les respectez pas toujours. Or, moi, ce que je constate dans ma pratique, c'est que je rencontre aujourd'hui des professionnels de plus en plus informés. Ils ont vu de la rue à la télévision, ils ont lu le bizarre incident du chien, ils sont motivés, ils sont intelligents, ils sont compétents dans leur métier. Enfin, ils sont compétents dans leur métier avec d'autres jeunes que les autistes, et ils ne supportent pas du tout ces panneaux de limitation. Mais alors, ils ne les supportent vraiment pas du tout, et au cours de la route, ils se mettent à croire qu'ils sont en voyage avec un jeune ordinaire, et à ce moment-là, c'est le dérapage, c'est l'accident, c'est le burn-out, parce que l'on soit dans la vie quotidienne en famille ou qu'on soit en institution, qu'on soit à travers une médiation technique, orthophonie, psychomotricité ou une séance de psychothérapie, qu'on soit dans une activité éducative ou récréative, ces panneaux, ils seront toujours là. Et il faudra toujours s'en souvenir si on ne veut pas aller à l'accident. Et nous, les personnes non autistes, on a beaucoup de mal à s'en souvenir. Alors, il y a des petits trucs pour essayer de dépasser ça, c'est réévaluer fréquemment, voir si vraiment les choses se sont améliorées. Quelquefois, elles s'améliorent dans le niveau de développement, plus rarement, elles s'améliorent dans le degré d'autisme. Ces réévaluations répétées sont, me semble-t-il, un des meilleurs outils contre la dépression des équipes et des familles, mais ce n'est pas non plus une garantie. Voyons maintenant, pour conduire en pays autiste, conduire seul est interdit. Donc on vous a fait le panneau attention, interdiction, et le panneau de mettre sa ceinture de sécurité, parce que le rapport personne autiste plus personne non autiste, c'est un duo qui tourne très vite au duel. Je crois que toutes les mères de famille d'enfants autistes ne me contradiront pas, et que l'important, c'est de ne pas se sentir seul avec ce problème. Donc, conduite accompagnée obligatoire. Et aussi obligatoire pour nous, personnes non autistes, mais aussi pour l'autiste, car il ne peut pas se conduire tout seul dans notre pays réel. Il faut que l'accompagnant lui enseigne les codes sociaux. Jim Sinclair, que j'aime bien citer, qui est un autiste de bon niveau américain, écrit « Ce dont j'ai besoin, c'est d'un manuel d'orientation pour extraterrestres. D'une certaine manière, je suis très mal équipé pour survivre dans ce monde. » Je veux dire, dans le pays réel. Il est dans le pays autiste. Mais il est très intelligent, il le dit très bien. Et moi, je fais souvent cette image que, imaginez que vous soyez devant la télévision, vous voyez le monde à travers la télévision, vous voyez Canal+, et vous n'avez pas le décodeur. Eh bien, une image est un peu grossière, mais je crois que c'est comme ça que les autistes voient le monde et que c'est à nous, les accompagnants, d'être le décodeur pour que le monde devienne compréhensible pour eux, ce qui d'ailleurs apaise beaucoup leur comportement. Encore, jusqu'au bout. Ouais, très bien. Oui, tu le retires. Hop. On prend le cahier. On prend le cahier dans le sac. Et on prend la photo. On va reprendre le cahier. Hop. Et c'est parti, on y va. Pose le cahier. Pose le cahier. Vas-y. Regarde. Hop. Super. Et la photo. Regarde, regarde. Voilà, super. Regarde, très bien. On va à l'emploi du temps. Hop. Très bien. Allez, on y va. Ceci nous amène, et je pensais aussi à une mère qui me disait très joliment « Mon fils n'a pas le mode d'emploi pour savoir vivre ». Et je crois qu'effectivement, c'est une définition possible de l'autisme. D'ailleurs, d'une manière générale, je pense que les professionnels auraient intérêt à écouter davantage les parents. Alors, priorité au prévisible. La question, là, ça va être de compenser la déficience de compréhension des indices sociaux qui marquent justement la pensée autiste, comme je vous le disais tout à l'heure.
Et alors là, la signalisation du trajet est indispensable. C'est pour ça qu'on a mis le feu vert. Vous avez le feu vert qui donne le feu vert de l'action sur le monde. Elle ne sera possible, l'action sur le monde, que si on a énormément balisé la route, parce que cette signalisation va diminuer les peurs et va diminuer les réactions sidérantes à l'imprévu. Dans les progrès qu'on a faits, en grande partie d'ailleurs grâce aux travaux qu'ont fait l'équipe Teach en Caroline du Nord et particulièrement Éric Schopler, c'est cette notion que les peurs de la personne autiste naissent beaucoup plus de l'environnement et de l'imprévu dans l'environnement que, comme on le pensait nous dans la théorie classique qu'on apprenait quand j'étais jeune, la théorie psychodynamique, qu'on pensait que ça venait de pulsions intérieures. Ça vient bien plus souvent de modification de l'environnement. En tout cas, c'est à ça qu'il faut penser en premier. Et à prévoir un environnement, ce qui est très difficile, à prévoir un environnement bien structuré. Mais quand la personne autiste peut voir qu'après ça, il y aura autre chose, et voir cette autre chose qu'il y aura, on constate souvent, encore une fois, je n'ai pas dit toujours, souvent, le plus souvent, qu'on a une amélioration du comportement. Et alors, en accompagnant, il faut surtout se rappeler du niveau de développement et travailler à la vitesse possible, avec des objectifs modestes mais réalisables. Rien n'est plus démoralisant que de se donner des objectifs trop grands qu'on va louper. Et du coup, on se dira, j'ai pas été foutu de l'amener là où je voulais l'amener. Si on se donne un petit objectif qui sera atteignable, à condition d'avoir fait bien les évaluations au démarrage, eh bien, on aura le plaisir, même si le progrès est microscopique, on aura le plaisir d'un progrès et d'un petit bout de chemin de route, en fait. Quand tu es prêt. Tu es calme. Est-ce qu'on continue? On essaye. Tu travailles bien. Bravo. Allez, tu regardes, tu vas y arriver. Tu vas y arriver très bien. Bravo. Continue. Attention, un seul à la fois. On regarde. Oui, j'ai bien compris. Doucement. Bien. Un seul à la fois. Très bien. Dans la boîte. Très bien. En pratique, vous êtes obligé de respecter le code avec ses limitations de vitesse, c'est-à-dire d'accepter l'inacceptable, à savoir que des êtres humains ont, comme nous, les problèmes de l'existence humaine à résoudre, mais qu'ils l'utilisent pour la résoudre des stratégies très particulières, très différentes des nôtres, en tout cas pour le faire, et qui ressentent et traduisent leurs affects, qu'ils pensent d'une manière très différente de nous, et sans doute qu'ils n'arrivent pas à penser que nous pensons, et pourtant il va falloir agir avec eux, et tenter si bien d'ailleurs qu'ils nous mettent souvent dans une situation handicapante. Parce que finalement, quand on est avec les personnes autistes, c'est le plus handicapé des deux et quelquefois le non-autiste. Si on réfléchit 2 minutes, les personnes autistes, c'est des handicapés handicapants. Moi qui suis médecin, j'ai jamais réussi dans toute ma grande carrière à à guérir un seul autiste. C'est très handicapant pour un médecin. Les éducants, ils sont très éprouvés par leurs difficultés éducatives avec des personnes autistes. Et les parents, donc. Ils sont éprouvés dans leur parentalité même. Et donc, les personnes autistes ont des aspects handicapants dans nos fonctions sociales. Il faut l'admettre. Bon. Alors maintenant, passons au code de la route toujours. Là, vous savez, c'est le signe, je ne sais pas exactement comment ça s'appelle, je serai recalé si je repassais le permis. Il y a la voie principale, la route principale, ou la voie principale, je ne sais pas trop comment ça s'appelle, qui est l'axe des parents, et puis la route secondaire, ça s'appelle, oui, c'est ça, la route secondaire qui est la voie des professionnels. Et c'est aussi une priorité pratique, parce que les conduites de la personne autiste, c'est quand même les parents qui la connaissent le mieux, et c'est surtout les parents, et ça j'admire souvent la façon dont ils ont trouvé des adaptations aux difficultés, et en se rappelant, et ça c'est à l'adresse des professionnels que je l'ai dit, en se rappelant que moins le jeune peut s'exprimer, plus l'échange professionnel parent s'impose.
Le problème est un peu différent dans les institutions d'adultes où les parents sont moins présents, mais je crois que les institutions d'adultes devraient augmenter leur culture de contact avec les parents, même vieillissants, pour mieux connaître en pratique les personnes autistes. Et enfin, la priorité aux parents, vous avez quand même 3 panneaux de priorité aux parents, je vous signale quand même. La priorité aux parents, c'est pour mieux connaître les goûts, les motivations, les particularités de chaque personne autiste, son histoire évidemment quand il ne peut pas l'exprimer lui-même, et le sens de ses conduites, sens qu'il faudrait toujours décoder par rapport aux mécanismes autistiques eux-mêmes, et non pas par rapport au sens que donne le sens commun symbolique et qui s'échange entre les personnes non autistes. Une fois tous ces panneaux de base passés en revue, nous allons examiner avec notre outil pédagogique les situations du trépied que je vous ai montré tout à l'heure, c'est-à-dire les troubles des relations, les troubles de la communication et les restrictions et focalisations d'intérêt. Alors, on va commencer par les troubles des relations. Et les troubles des relations, vous le savez bien, c'est comment ne pas tourner en rond. Je dis, vous le savez bien, pour ceux qui ont affaire avec des personnes autistes. La grande question, c'est qu'on se sent impuissant. Que faire avec lui? On n'arrive à rien, on tourne en rond. Notre code de la route, il met l'accent sur quoi? J'ai déjà répété plusieurs fois, sur la position à tenir par les personnes non autistes dans cette situation singulière. Et les personnes autistes sont particulièrement en difficulté avec les interactions sociales. Parfois, elles peuvent imiter dans des relations. C'est d'ailleurs un moyen sur lequel on peut s'appuyer. Mais souvent, c'est des imitations en différé. Et le plus souvent, les personnes autistes n'entrent pas spontanément dans une relation intersubjective. La subjectivité, c'est vraiment pas leur fort. Et ça, c'est un problème parce que nous, c'est notre fort, la subjectivité. Pour nous, la relation, c'est intersubjectif. Donc, les personnes non autistes, les malheureux que nous sommes, que d'ailleurs les autistes de haut niveau modernes appellent les neurotypiques. Nous, on est des neurotypiques et les personnes autistes sont des personnes des TED, des personnes atteintes de troubles envahissants du développement. Notre problème dans les relations, ça va être de freiner notre spontanéité. Notre spontanéité relationnelle, en tout cas. Et de proposer toutes sortes de prothèses, de compensations, pour que la personne autiste, malgré ses difficultés relationnelles, entre en contact avec nous. Mais ce sont des compensations qui vont nous obliger, nous, à avoir une attitude différente de notre attitude habituelle dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la relation habituelle avec des jeunes. Je dis des jeunes parce que mon expérience est surtout de pédopsychiatre, mais étendons les jeunes jusqu'aux jeunes adultes et puis même jusqu'aux adultes tout court. Il va falloir que sans arrêt, et je dis bien sans arrêt, et c'est ça qui est si difficile, qu'on ait dans notre tête à nous l'idée que dans leur tête à eux, la distance à autrui, le repérage de l'existence d'autrui, la perception d'autrui ne sont pas spontanés. Et ça nous amène à une sorte de paradoxe, c'est qu'il va falloir objectiver les relations pour finalement viser une meilleure subjectivation. Ça ne veut pas dire d'ailleurs que les relations n'intéressent pas les personnes autistes. Je pense que certaines d'elles sont même très intéressées par les relations. Elles sont en tout cas intriguées par nos relations. Elles ne les comprennent pas. Il y a encore un exemple que je cite souvent dans un livre de Temple Grandin. Elle dit « Je suis dans le métro à New York et je vois à côté de moi une belle jeune fille, un beau jeune homme. Ils se regardent, ils se touchent, ils se sourient, ils s'embrassent. Je sais que vous appelez ça des amoureux, mais je ne comprends pas absolument ce qui se passe. » Ça, c'est la pensée autiste. Peuvent apprendre quelque chose, ils ne le ressentent pas nécessairement. Et d'autres personnes, celles qui sont de bas niveau, sans langage, semblent en tout cas souvent effrayées, apeurées par les interactions, notamment, une chose qu'on oublie souvent, les interactions par le regard. Quelquefois, simplement, en ne les regardant pas en face, en se mettant derrière elles, on arrive à obtenir des relations qu'on n'obtient pas en face à face, comme si c'était terrorisé ou inhibé par le regard et par les échanges de regards. Je vous disais que c'est justement ce qu'on observe chez les bébés dans le premier développement. C'est souvent les premiers signes qui doivent alarmer quand le bébé ne regarde pas et ne répond pas au regard de sa maman, ne transforme pas ainsi celle qui lui a donné le jour en mère. Alors, entrer en relation avec la personne autiste, ça va donc nécessiter pour nous d'inventer des aménagements, y compris des aménagements dans l'espace,
qui vont être conçus pour que la personne autiste puisse entrer en relation malgré ses troubles, avec ses troubles. Comprenez